chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici l'essentiel en titre. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce vendredi la feuille de route électorale 2025-2029. La centrale électorale veut planifier les activités afin d'éviter l'impréparation et relever certains défis pour ces échéances électorales. Célébration des 10 ans de la Cour constitutionnelle, son président Dieudonné Kamouleta a mis en lumière les avancées significatives réalisées depuis la création de cette haute juridiction. Célébration également de la journée internationale des sensibilisations aux mines antipersonnelles. Cette journée rappelle les conséquences de l'usage de ces armes barbares qui frappent et les civils et les militaires. Voilà tout pour les titres. Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Les partenariats scellés entre FONAREV et les systèmes des Nations Unies. Ces partenariats vont aider à une prise en charge intégrée des victimes de violences et coordonnée visant à renforcer la protection, faciliter l'accès à la justice et offrir des mesures provisoires urgentes efficaces aux victimes des crimes graves, mais aussi aux déplacés affectés par les conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Par des hommes en uniforme qui parlaient à tort rwandais. Ces hommes m'avaient abusé sexuellement, ils m'avaient violé. Les violences sexuelles, les arrestations arbitraires, les déplacements forcés, pas des services sociaux de base, la virulence, des actes de violence, la crise humanitaire persistante marquée par les conflits armés récurrents. Telle est la vie que mènent les populations de l'Est de la RDC, particulièrement les femmes, les filles et les enfants. Il faut agir urgemment car les acteurs ne peuvent plus travailler à cause des pressions des autorités de facto. Le FONAREV et les agences des Nations Unies veulent mettre en œuvre une réponse coordonnée à travers ces partenariats scellés. Ce partenariat avec les agences des Nations Unies, il permet de mutualiser nos expertises, de conjuguer nos efforts et d'agir de manière concertée sur le terrain. Ensemble, nous mettons en place une réponse intégrée, pensée pour être à la fois digne, humaine et efficace. Pendant une année, ces programmes prendront en charge ces victimes afin de soulager leurs souffrances. Les activités que ce partenariat propose s'alignent tant sur le mandat du FONAREV, comme ça a été décrit, que sur ce qu'on appelle le cadre de coopération du système des Nations Unies pour les 5 prochaines années, un cadre que nous avons signé il y a quelques mois, et notamment en lien avec les priorités de ce cadre relatives à la gouvernance efficace, à l'état de droit, à la protection des populations, et également à ce qui se rapporte à l'accès aux services sociaux de base. Pour la Première ministre, Judith Suminwa, le partenariat va sans nul doute restaurer la dignité des victimes, surtout dans son aspect juridique. Notre volonté reste ferme, celle de restaurer la dignité des victimes. Ce programme de 12 millions de dollars américains sur une année va protéger et assister les acteurs étatiques et judiciaires affectés ainsi que leurs familles. Il prendra également en charge de groupes vulnérables à travers des aides spécifiques aux victimes des violences sexuelles liées au conflit. Les femmes enceintes, les enfants, les orphelins, les déplacés et les blessés seront également pris en charge.
Justement, puisque nous parlons du FONAREV, sachez qu'à l'occasion de la clôture des 4 jours des travaux de la table ronde sur les génocosts à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a co-animé un briefing presse spécial avec les gestionnaires du FONAREV. Objectif, faire comprendre aux Congolais de partout les biens fondés de ces assises qui visent la reconnaissance internationale du génocide congolais. Jean-Sar Mikanda nous en parle. Ces échanges avec la presse avaient pour but de permettre à l'humanité de comprendre les biens fondés de la table ronde sur l'appropriation nationale du génocoste lancée par le chef de l'État le lundi dernier. Le FONAREV, qui a organisé ces assises, a fait savoir qu'il était temps de faire la reconnaissance internationale du génocide qui se passe au Congo-Kinshasa depuis plus de 3 décennies. Quelle est la conséquence de la reconnaissance? On parlait de la solidarité, ça fait partie justement de ces éléments. Mais l'un des plus importants, c'est justement la reconnaissance de la souffrance des victimes. Ce n'est pas forcément la reconnaissance de la RDC en tant que telle, mais c'est des souffrances des personnes qui ont connu cela. Et c'est même ça le début de la réparation. Cette reconnaissance doit conduire l'humanité à ne pas oublier. Pourquoi ne pas oublier? Pour ne pas que ça se répète et pour permettre aux victimes de commencer à guérir. Le génocide étant un tabou sur le plan international, il faut du courage pour faire reconnaître ce qui se passe en RDC. Le professeur Serge Makaya, qui fait partie du comité scientifique ayant préparé cette table ronde, a annoncé une série d'actions à mener pour que ces génocides soient reconnus à travers le monde. Effectivement, l'appropriation collective, c'est un processus. Il y a certainement des actions à court terme, à moyen terme et à long terme. La commémoration du génocoste constitue une rupture avec les silences assourdissants face à la tragédie humaine que vit le Congo depuis plusieurs décennies. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, salue ce pas et la volonté du chef de l'État à mener cette démarche jusqu'au bout. Nous étions dans une table ronde qui parle d'appropriation, c'est-à-dire que nous tous, nous devons comprendre l'enjeu derrière et la nécessité pour nous de marquer notre solidarité, non plus seulement malheureusement pour les victimes du passé, mais aussi pour les victimes actuelles. Personne ne peut dans le monde d'aujourd'hui ignorer la souffrance, les calvaires et les drames vécus par des Congolais dans l'Est de la RDC. Ne pas vouloir le reconnaître, c'est aussi faire preuve de négationnisme. Institué en 2019, le FONAREV s'emploie à rétablir les faits pour constituer le génocide et obtenir la réparation. Les escalades des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les groupes armés M23FC ainsi que leurs alliés respectifs a atteint la ville de Walikale dans le Nord Kivu le 19 mars dernier, isolant ainsi les personnels des Médecins sans frontières à sa base et à l'hôpital. Depuis cette date, la situation ne cesse de se détériorer, exacerbant les difficultés d'accès aux soins de santé pour la population locale. Megui pour les détails. Plus de 700 personnes déplacées ont trouvé refuge dans l'hôpital général de Walikale, augmentant considérablement la pression sur les ressources médicales déjà limitées. Les violences ont poussé près de 80% de la population de Walikale à fuir la ville, craignant les tirs artillerie et l'intensification des combats. Les tirs intenses attendus à proximité de la base de Médecins sans frontières témoignent de risques extrêmes auxquels sont confrontés les travailleurs de la santé. Il y a 2 semaines, un tir croisé a touché la base logistique des Médecins sans frontières, endommageant certaines de ses structures et véhicules. De plus, de puissantes explosions se sont produites près de l'hôpital général de la ville, où le Médecins sans frontières soutient le ministère de la Santé pour fournir des soins médicaux. Les conditions logistiques se sont gravement détériorisées avec une absence de routes et de voies aériennes sécurisées pour acheminer les fournitures et le personnel. La dernière livraison aérienne des matériels médicaux a eu lieu le 17 janvier dernier, mais l'aéroport de la région reste toujours inutilisable. L'acheminement de l'aide humanitaire est devenu un défi de taille. Face à cette situation dramatique,
diplomatique, le Médecins sans frontières appelle une fois de plus toutes les parties belligérantes à respecter les droits internationaux, humanitaires et à garantir la protection des civils, des structures médicales et du personnel de santé. L'organisation exhorte également les acteurs du conflit à permettre un accès humanitaire sécurisé afin d'assurer la continuité des soins pour toutes les personnes affectées par les violences. À noter que depuis 15 ans, le Médecins sans frontières soutient l'hôpital de Walikale en collaboration avec le ministère de la Santé, en particulier dans le domaine de la maternité, de la pédiatrie et de la néonatologie. Et à l'issue de son entretien avec le président Félix-Antoine Tshisekedi jeudi, Mossad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump, a annoncé la volonté de l'administration américaine d'établir une relation plus approfondie avec la République démocratique du Congo sur les plans sécuritaires. Il a souligné l'importance d'une paix durable dans l'est de la RDC où les rebelles de M23FC occupent encore certaines zones. Il a également réaffirmé les soutiens des États-Unis d'Amérique à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la RDC. Images et commentaires. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Mossad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagné de Mme Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageux. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Mossad Boulos passera par Kolwezi avant de poursuivre sa tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. On va se rendre au Palais du Peuple pour vous dire qu'ayant appris la grogne du personnel administratif de l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe a fait appel à la délégation syndicale de cette institution porteuse de leurs revendications. Après ces échanges, les agents et cadres de l'administration ont obtenu l'assurance du bureau pour la prise en compte de leurs revendications. Bien avant, les speakers de la Chambre basse du Parlement s'est entretenu avec le caucus des élus des Béni au Nord Kivu qui a fait un plaidoyer pour la protection du parc national des Virunga menacé par les groupes armés et des tensions entre l'ICCN et la communauté locale. Dieu merci Diaka. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu tour à tour les caucus des élus des Béni au Nord Kivu et la délégation syndicale de l'Assemblée nationale qui était porteuse de leurs revendications. Le caucus des élus des Béni au Nord Kivu a fait un plaidoyer auprès du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour la protection du parc national des Virunga, menacé par des groupes armés et des tensions entre l'ICCN et la communauté locale. Ces élus ont sollicité l'implication du président de la Chambre basse du Parlement pour faciliter une résolution qui garantirait une cohabitation harmonieuse en traitant les causes profondes du conflit. Nous avons eu à lui demander de s'impliquer puisque lors de la législature de 2011, le dossier de l'ICCN dans sa cohabitation avec la population
population était déjà traité au niveau de l'Assemblée. Le principe de la continuité de l'État étant en cours, nous lui avons demandé de se référer aux archives et de révéler le processus qui ne demandait que le décret du Premier ministre pour essayer de faire la démarcation des limites du parc national de Virunga pour que la population cesse de se tirailler avec les conservateurs de notre parc national. De son côté, à la tête du bureau de l'intersyndicale, la présidente Mbalaoui Mukamba Viki a exposé au speaker de la Chambre basse du Parlement les grandes lignes de la revendication du personnel administratif de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi parlé des frais de fonctionnement qui ne viennent plus. Ça fait plus de 6 mois que nous n'avons pas les frais de fonctionnement. Ça pose un sérieux problème au niveau de l'administration pour son fonctionnement. L'honorable président nous a promis d'essayer de prendre langue avec la Robank, qui est la banque qui nous paye, parce que c'est elle qui domicilie les salaires des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, pour essayer de voir comment on peut par exemple prélever 2 fois le mois sur les salaires des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Le président Vital Kamerhe, soucié d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de l'Assemblée nationale, a instruit la questeur Chimène Polipoli de se pencher en toute urgence sur les revendications financières des agents afin d'apporter une solution dans le plus bref délai. 9e journée des consultations politiques en RDC, la mission d'œuvrer pour véritablement faire profiter les richesses de la République démocratique du Congo à sa population a été parmi les recommandations qu'ont formulées les anciens premiers ministres au conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Ces professionnels émérites, entre autres, le professeur Adolphe Mouzito, Évariste Mabimulumba, ainsi que le professeur Grégoire Bakandeja, promettent de partager leur expertise et connaissances pour sortir la patrie de la crise et problèmes qui freinent son développement. Nana Bwana nous en parle. Reçu en tant qu'ancien Premier ministre de la République et chef de file de l'opposition congolaise, le professeur Adolphe Mouzito, partant pour faire partie de la nouvelle majorité qui sera issue des consultations, les présidents de Nouvel Élan saluent cette initiative prise par les chefs de l'État afin d'élargir sa majorité avec d'autres entités pour relever les défis sécuritaires. Bon, mes propositions, d'abord en qualité d'ancien Premier ministre, mais aussi en qualité de chef du parti Nouvel Élan, les questions qui m'ont été posées, c'est des questions en rapport avec ma contribution dans cet effort de guerre qui s'impose, pour lequel le président de la République veut l'union nationale, l'unité nationale, la contribution de tous les Congolais. Parce qu'à Yébi, des coutumes, pas la vie sur la maison brûle, on a oublié ces gens, voilà, l'ICC. Ceux qui m'ont dit que ceux qui n'ont que côté bien dans Kati Andako, à ta boyer qu'on soit, vous avez une habitude entre bien, beaucoup en opposition majorité. Et tindaka oti ka ba division na bino bosanga na bomoko bobo manyoka wana na simande boko zongela ko swana na bino ko bunda na. Ancien Premier ministre, également le professeur Évariste Mabimulumba a été reçu par les conseillers du chef de l'État en matière de sécurité. Pour lui, il réserve la primeur de son échange avec les consultateurs au chef de l'État et promet de partager son expérience acquise depuis l'époque de l'ancien président Mobutu jusqu'à ces jours pour aider les pays à se relever. J'ai traversé plusieurs situations dans notre pays, pas du temps de Mobutu jusqu'à l'heure actuelle, de telle sorte que je suis à même de pouvoir donner des conseils et procéder à ce qu'on améliore nos orientations économiques. Docteur en droit économique à l'Université de Paris et de Kinshasa, le professeur Grégoire Bakandeja sollicite que le gouvernement d'union nationale soit constitué de personnes capables de trouver des solutions aux problèmes. Pour plusieurs hôtes du professeur Dr Casimir Kolongele, la RDC ne traverse pas une crise politique, mais plutôt une crise sécuritaire, d'où l'implication de tous les Congolais est vivement souhaitée. Et puis, c'est démenti de la cellule de communication des consultations politiques initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et conduit par son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Désiré Casimir Kolongele Eberonde,
tient à porter à la connaissance de l'opinion publique du caractère malicieux manifesté par un journaliste non accrédité sur les sites dont les propos ont été relayés sans vérification par une certaine presse. En effet, ce dernier a attribué au député national Nicolas Kazadi la responsabilité de la suppression des photos et vidéos prises clandestinement lors de son passage au site de consultation. Sur ces, nous voulons clarifier ce qui suit. Cependant, les députés nationaux ne figuraient pas sur la liste des audiences des consultations politiques. La demande de suppression de ces contenus émane du coordonnateur de la cellule des communications de ces consultations politiques, à l'occurrence Zachary Bababasoué, et c'est là en conformité aux directives édictées aux journalistes accrédités, aux visiteurs sur les sites de consultation. Ainsi, la cellule de communication exige réparation auprès de ces derniers, exige à tous les médias et individus ayant relayé sans vérification ces propos diffamatoires et mensongers de corriger ce qui précède au regard de l'article 43 du Code du numérique. Fait à Kinshasa, le 4 avril 2025, les coordonnateurs Zachary Bababasoué. Les présidents de l'intersyndicale de l'ONATRA et de la SONAS sollicitent l'audience auprès du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, professeur Eberhard Casimir Kolongele. Dans le cadre des consultations, ces responsables des syndicats estiment que tous les Congolais ont des propositions à faire dans le processus qui s'organise pour trouver des solutions aux problèmes qui rongent la RDC. Les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité devraient être informés sur les préoccupations des travailleurs de la SONAS et de l'ONATRA pour trouver des solutions à l'ère desiderata. Suivez Armand Ossassé, président de l'intersyndicale de l'ONATRA. C'est depuis le 22 mars 2025 que le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a été saisi par notre demande. Nous voulons changer avec lui s'il est possible après. La politisation des entreprises publiques et sociétés commerciales et régies financières. 2. Plusieurs décisions Conseil des ministres non exécutées jusqu'à ce jour, c'est-à-dire la déviation des décisions du chef de l'État, alors que les décisions du Conseil des ministres sont des décisions exécutoires, ce sont des décisions d'État. 3. Réforme des entreprises publiques initiée par l'ancien régime. C'était plan de déstabiliser le pays. À ce jour, plusieurs entreprises en difficulté. Le cas de la SNEL, il n'y a pas d'électricité dans la ville de Kinshasa et dans des provinces. Le cas de la régie des eaux, il n'y a pas d'eau. Cette entreprise est en difficulté parce que même l'État ne paye pas les factures. Cas de l'ONATRA, l'ONATRA fait face à une concurrence imposée, toujours par les dinosaures de l'ancien régime. Cas de la SONAS, déviation des marchés des assurances à l'étranger, parce que la loi sur la libéralisation du code des assurances, c'est en faveur des sociétés privées et non pour la SONAS. À conséquent, il y a des brèches obligatoires, des brèches à caractère de souveraineté du pays, bradées toujours par l'ancien régime. En conclusion, nous insistons sur la nécessité d'être régi par le Conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État pour poser notre problème. Parce qu'on ne peut pas parler de la gestion du pays sans faire les états généraux des entreprises de l'État. Je l'ai dit au sommaire, c'est 4 avril 2025, la République démocratique du Congo a marqué un jalon important dans son histoire judiciaire en célébrant le 10e anniversaire de la Cour constitutionnelle, événement emblématique placé sous les thèmes 10 ans de justice constitutionnelle, bilan et perspective. Cette commémoration était l'occasion pour Dieudonné Kamuleta, président de la Cour, de mettre en lumière les avancées significatives réalisées depuis la création de cette haute juridiction en engageant une réflexion sur les défis à relever. Elvis Ebama pour le reportage.
La République démocratique du Congo a célébré le 10e anniversaire de l'existence de la Cour constitutionnelle ce vendredi 4 mars 2025. Cette célébration est placée sous le thème 10 ans de justice constitutionnelle, bilan et perspective. Dieudonné Kamuleta, président de cette haute juridiction, a au cours de son allocution dressé le bilan des avancées réalisées en engageant une réflexion sur les défis à relever. Aujourd'hui, en célébrant cet anniversaire, nous rendons un hommage tout d'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, qui n'a ménagé aucun effort pour la concrétisation de sa vision de l'état de droit. Nos hommages sont aussi adressés aux juges de la Cour constitutionnelle ainsi que leurs collaborateurs, aux praticiens du droit et à tous ceux qui ont œuvré pour faire de la Cour constitutionnelle, depuis la date de sa création, un véritable pilier de notre République. À ce jour, la Cour est en règle avec toutes ces organisations. Le défi qui nous reste pour les années à venir est de poursuivre et de perfectionner cette mission de justice constitutionnelle à l'aune de l'exercice de sa fonction prémonitoire. Dieudonné Kamuleta a rendu les arrêts et jugements qui ont marqué l'histoire juridique de la Cour constitutionnelle. Du 11 avril 2015, date de son installation, au 3 avril 2025, le greffe constitutionnel de la Cour a enrôlé 2794 affaires et 2057 arrêts ont été rendus. Une occasion pour Dieudonné Kamuleta Badibanga de lancer la journée porte ouverte à la Cour constitutionnelle à l'intention du public avant d'honorer les présidents et les membres ayant servi cette Cour. Il les a appelés par ailleurs à poursuivre sa mission avec rigueur et impartialité, garantissant ainsi un état de droit renforcé en République démocratique du Congo. Pendant ces temps, la Commission électorale nationale indépendante a présenté ce vendredi la feuille de route pour les élections de 2028. C'était lors d'une déclaration faite par son président, Denis Kadima Kazadi. La CENI a exprimé son engagement à éviter l'impréparation. Cette feuille de route allant de 2025 à 2029 et les contrats collectifs pour les élections maîtrisées, a déclaré le président de la CENI. Parmi les défis majeurs soulignés, la CENI mentionne l'insécurité, les financements nécessitant une mobilisation accrue de ressources pour garantir la bonne conduite du processus électoral. Reportage. Avec la publication de cette feuille de route, la Commission électorale nationale indépendante veut planifier les échéances électorales de 2025 à 2029. Notre pays, la République démocratique du Congo, avance sur le chemin exigeant de la démocratie. Ce chemin est semé de défis, mais il est aussi porteur d'espoir et de progrès. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un acte fort de notre engagement collectif, la publication officielle de la feuille de route électorale 2025-2029. Cette feuille de route constitue notre boussole pour les années à venir. Un outil de planification rigoureuse et un gage d'engagement de la CENI à remplir sa mission avec loyauté, dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des standards internationaux. Pour rappel, la CENI que je dirige a démarré son mandat en octobre 2021 avec un retard important. Mon équipe et moi avons souffert d'un calendrier très serré. Ce qui devait être un marathon s'est transformé en sprint. Mais nous avons tenu. La CENI, qui veut éviter les erreurs du passé ou l'impréparation, tient à ce que cette feuille de route soit un repère. Denis Kadima Kazadi a souligné que cette feuille de route, bien qu'ambitieuse et porteuse d'espoir, fera face à plusieurs défis, notamment les défis sécuritaires, en particulier dans les régions de l'Est du pays où la paix reste encore précaire. La CENI fait aussi face à des défis logistiques majeurs couplés à des défis climatiques en raison de l'immensité du territoire national.
La journée internationale des sensibilisations aux mines antipersonnelles est célébrée le 4 avril de chaque année. Cet événement rappelle les conséquences de l'usage de ces armes barbares qui frappent sans distinction les civils et les militaires. Les mines antipersonnelles continuent de tuer des milliers de personnes. 85% des victimes sont des civils, dont une grande proportion d'enfants. Occasion à cette journée de rappeler à l'opinion l'importance du traité d'Ottawa qui interdit les mines depuis 1997 en péril en raison de l'annonce de plusieurs pays à officialiser leur retrait de ces traités. Qu'en est-il de l'avenir de ces traités? La réponse avec Suzy Kibira Omari. Les mines antipersonnelles sont des engins explosifs généralement placés sous le sol ou au niveau du sous-sol et qui explosent au passage d'un véhicule ou un piéton. Elles ont la particularité de rester actives même après la résolution des conflits et constituent à ce titre des menaces pendant de très longues années. Un traité d'interdiction des mines a été signé en 1997. Il n'a pas été ratifié par tous les pays du monde, loin de savoir que ni les États-Unis d'Amérique, ni la Russie, ni la Chine, ni l'Inde ne font partie des États signataires. Fait froid dans le dos. À ce propos, les États membres sont régulièrement encouragés à ratifier tous les instruments relatifs au désarmement, aux droits humanitaires et aux droits de l'homme qui concernent les mines antipersonnelles, les restes d'explosions de guerre et les personnes ayant survécu aux effets dévastateurs de ces engins. Le 4 avril marque donc la journée internationale de sensibilisation aux mines pour rappeler les méfaits de ces armes barbares qui frappent sans distinction civile et militaire. Le traité d'Ottawa, qui interdit les mines depuis 1997, est à ce jour en péril en raison de retraits annoncés de plusieurs pays. Le 1er avril, la Finlande a officialisé son retrait du traité d'Ottawa, intensifiant aussi la peine sur l'avenir de l'accord. Le 18 mars, la Pologne et les pays baltes avaient exprimé leur intention de se retirer en raison de l'invasion russe en Ukraine. Ces nations justifient leur décision par la nécessité de protéger leurs frontières à l'aide des moyens de défense tels que les mines antipersonnelles. La problématique des mines antipersonnelles sur le champ de bataille dans le monde est réelle. Pour le cas de la République démocratique du Congo, la présence des mines antipersonnelles et la menace qui pèse sur les populations rendent inexploitables des terres agricoles indispensables à l'équilibre économique des communautés, souvent très pauvres et plongeant le pays dans la pauvreté à cause de l'inexploitation des terres. D'une célébration à une autre, la Journée mondiale du travail invisible d'origine canadienne. La Journée mondiale du travail invisible est célébrée le 4 avril de chaque année avec pour objectif de mettre en lumière les valeurs de ce travail méconnu comme les travaux ménagers. Les statistiques de l'ONU relèvent que déjà en 1995, on estimait à 11 milliards de dollars américains la valeur annuelle du travail invisible, ce qui déduit une croissance de ces chiffres à ces jours. Suzy Kibira Omari, encore une fois de plus. C'est pour donner de la visibilité à de l'invisible qui est célébrée la Journée mondiale du travail invisible qui tire ses origines du Canada. Le travail invisible, on en parle dans le cadre familial avec le travail des mères de famille essentiel, pourtant toujours aussi méconnu. Son qualificatif d'invisible lui vient du fait que sa valeur n'est pas reconnue ni comptabilisée dans les comptes nationaux comme par exemple le PIB, produit intérieur brut. Les sources de l'ONU renseigne qu'en 1995, on estimait à 11 000 milliards de dollars américains la valeur annuelle du travail invisible et non rémunéré des femmes à travers le monde. La Journée mondiale du travail invisible vise à promouvoir la visibilité de l'apport de ces femmes à travers l'humanité et apprécier leur valeur au service des multitudes. C'est la fin de ces journaux. Je vous rappelle les principaux titres.
La Commission électorale nationale indépendante a publié ce vendredi la feuille de route électorale 2025-2029. La centrale électorale veut planifier les activités afin d'éviter l'impréparation et relever certains défis pour ces échéances électorales. Célébration des 10 ans de la Cour constitutionnelle, son président Dieudonné Kamouleta a mis en lumière les avancées significatives réalisées depuis la création de cette haute juridiction. Célébration également de la journée internationale des sensibilisations aux mines antipersonnelles. Cette journée rappelle les conséquences de l'usage de ces armes barbares qui frappent et les civils et les militaires. Voilà, c'en est complètement fini avec cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés au programme de la RTGA. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.